Voilà, ben, si vous le permettez, comme ça on va respecter l'horaire annoncé. Je vais vous accueillir officiellement à cette première activité de la nouvelle année académique, la première conférence de notre série des conférences organisées par le collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Alors on pourrait se dire, mais comment se fait-il qu'un centre de recherche sur la lecture et l'écriture organise une conférence sur l'architecture scolaire, sur le lien entre le bâti et les apprentissages, ben, tout simplement parce que cela fait maintenant, je dirais, peut-être plus d'une année, là peut-être deux, que quelques-uns des collègues au sein de notre centre de recherche commencent à apporter davantage attention à cette question des espaces scolaires et en particulier des espaces dédiés à la lecture, à l'écriture, à une réflexion aussi qui nous amène à penser que, par exemple, dans le grand mouvement qu'on a connu au Québec avec le fameux Lab École, vous connaissez les travaux qui ont été faits dans ce contexte-là. Et puis, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion, à aller voir le document qui a été élaboré par l'équipe du Lab École qui est disponible sur leur site Internet, hein, Penser l'école de demain. J'ai eu l'occasion d'assister à 2 séances de travail avec le Lab École et à chaque fois, je dis, mais tiens, il me semble que c'est magnifique d'essayer de repenser l'école de demain, mais on ne peut pas penser l'école de demain sans intégrer l'idée de qu'est-ce qu'on fait dans cette école. Et dans cette école, ben, quand on est enseignant, on a pour mission de développer les compétences en langue, les compétences de communication. Et donc, comment on pense les espaces aussi en sachant que on a à travailler au sein de ces espaces le développement des compétences langagières. On a développé un certain rapport à l'écrit, à l'oral avec nos élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il y a une réflexion à partager là, entre les spécialistes de l'architecture et puis aussi les gens comme nous qui s'intéressent aux questions d'apprentissage, de la lecture et de l'écriture, entre autres. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on a été très, très heureux de pouvoir inviter Amalie Lambert à faire la conférence de ce midi. Amalie est quelqu'un de Sherbrooke à l'origine, mais qui travaille en Colombie-Britannique, dans la région de Vancouver. C'est de là-bas qu'elle va nous faire sa conférence ce midi. Comme vous avez pu le lire, Amalie a été formée en architecture à McGill et elle est partie après se former à UBC. Elle a un intérêt particulier pour ce qui concerne d'une part les terrains de jeu. Elle a travaillé sur qu'est-ce que c'est que jouer dehors et comment on peut aussi penser ces espaces de jeu extérieurs. Elle a travaillé comme assistante au BC Children's Hospital et puis elle travaille maintenant dans un bureau d'architecte à UBC qui se spécialise dans la question de l'architecture scolaire. Et donc, on est vraiment très heureux de pouvoir entendre ce que Amélie va nous présenter, où elle va, je pense, euh, faire un peu aussi état de son propre parcours comme élève, d'après un petit indice que j'ai reçu. Et puis, elle va aussi nous parler donc, du travail qui est réalisé avec son équipe. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Amalie en la remerciant vraiment de consacrer ce temps-là pour nous éclairer sur ces questions-là ce midi. Et donc, comme on l'a annoncé, eh bien, on va laisser à Amélie à peu près 20-25 minutes là, pour sa présentation. Et puis après, on engagera l'échange entre nous. Et donc, n'hésitez pas d'envoyer par le clavardage là, déjà aussi vos questions, vos réactions. Et puis, j'ai oublié une petite chose, c'était pour les personnes qui ne me connaissent pas de me présenter. Je m'appelle Olivier Desutter et donc je suis avec Martin Lépine, un des deux co-directeurs du collectif Clé. Voilà. Alors, Amalie, c'est à toi. Merci Olivier pour la présentation. Je vais partager mon écran. Et voilà, donc merci d'être là. Et je vous appelle de Vancouver, du territoire non cédé des peuples Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Et en même temps, on est tous rassemblés virtuellement à l'Université de Sherbrooke, sur le territoire traditionnel non cédé de la Confédération des Abénaquis et des Wabanaki. Je voudrais vous remercier tous de votre hospitalité. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez bien? Vous entendez bien?
Ouais, Oui, parfait. OK. Donc, dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous convaincre qu'une architecture de qualité est essentielle pour le bon développement des enfants. Et je vais commencer par vous parler de deux écoles que moi j'ai fréquentées. Donc, à gauche, l'école bilingue à Vancouver, et à droite, l'école Sainte-Anne à Sherbrooke. Et une chose qui m'a vraiment marquée de ces deux écoles, ben, ce sont leurs portes. Donc, vous les voyez un peu en rouge ici et en vert à l'école Sainte-Anne. Et ce que c'est qu'à l'école bilingue à Vancouver, je pouvais rentrer et sortir de ces portes pendant les pauses quand je le voulais. Donc, je pouvais aller à la bibliothèque pendant l'heure du midi. Je pouvais explorer les sous-sols. Je pouvais aller jusqu'au bout de la cour de récré avec beaucoup de liberté. Et à l'âge de 9 ans, ma famille a déménagé à Sherbrooke. Je suis arrivée chez vous et je suis rentrée à l'école Sainte-Anne. Donc, à l'école Sainte-Anne, pour rentrer ou sortir du bâtiment, pour aller à quelconque zone, il faut faire la file, il faut être sous surveillance. Par contre, ce que j'ai perdu en liberté à l'école, je l'ai gagné dans mon quartier. Donc, pour la première fois, je pouvais marcher à l'école, soit seule ou avec des copains de classe. Et c'était vraiment la première fois que je me rappelle de pouvoir prendre des décisions par moi-même, de faire des détours, de m'arrêter, sentir les lilas et d'explorer mon quartier. Et je vous parle un peu de ça parce que pour moi, ça souligne l'importance de la gestion humaine. Donc, effectivement, mon expérience de ces deux bâtiments-là était influencée beaucoup plus par leur gestion, par leur protocole, par leur personnel, que par leur architecture. Et quand j'étais chercheuse à l'hôpital pour enfants, ben, c'est un principe qui revenait souvent. Donc, dans la majorité des études qu'on regardait, les variables sociales ont presque toujours un plus grand impact que les variables physiques sur le bien-être des enfants. Donc, par exemple, si on parle à l'école en particulier, la majorité des études trouvent que la culture d'école a une petite incidence sur les résultats scolaires, mais comme vous le savez, la qualité des professeurs a un impact énorme. Par contre, c'est bien sûr une relation réciproque. Donc, un professeur qui est bien dans son espace va mieux enseigner. Et si moi, à l'âge de 9 ans, je marche avec une rue avec très peu de trafic, où mes parents se sentent confortables et en sécurité, j'aurais beaucoup plus de chances de pouvoir marcher à l'école seule, comme ça. Donc, ce que je propose, c'est que le rôle de l'architecture et le design en général, c'est de créer des possibilités d'occupation. Donc, on peut créer des rues accueillantes, on peut créer des classes confortables et des espaces intrigants à travers nos communautés et nos écoles. Et dans cette présentation-là, ça va être vraiment les liens physiques et sociaux et leur impact sur leurs enfants qu'on va explorer. Donc d'abord, je vais vous parler de la revue systématique qu'on a publiée l'année dernière avec l'hôpital pour enfants, qui regarde le design urbain et son impact sur le temps que les jeunes passent à jouer dehors. Et ensuite, on va faire un zoom sur l'école. On va regarder certaines variables sociales du développement des enfants et comment on pourrait soutenir ces variables-là dans le design du bâtiment lui-même. Et finalement, on va parler du Climate Emergency Response de la ville de Vancouver, qui vise à changer la ville en réponse au changement climatique. Et comment est-ce qu'on peut tenir compte des enfants et des écoles dans ce contexte-là. Donc, en faisant ma maîtrise à UBC, je suis devenue assistante de recherche à l'hôpital pour enfants de Vancouver. Le lab pour qui je travaille, le Brusony Lab, étudie, c'est ça, l'environnement physique et social sur la santé des enfants. Donc, on ne regarde pas juste les terrains de jeu, Olivier, mais aussi nos communautés au sens plus large. Parce que ce n'est pas juste sur les terrains de jeu qu'on joue, c'est partout hein, quand on est enfant. Et plus particulièrement, on regarde les problèmes de santé majeurs des enfants au Canada. Donc, plusieurs de ces problèmes-là sont liés à des modes de vie sédentaires et à la pollution environnementale.
particulièrement au Canada. Et le principe de base de mon lab, c'est qu'en jouant, on apprend beaucoup des choses dont on a besoin adulte. Donc, on apprend nos rôles dans la société, ses normes, ses valeurs. On développe aussi des compétences physiques et cognitives, notre confiance en soi, notre indépendance et on apprend à se faire des objectifs et atteindre des buts. Et en particulier, moi, j'ai créé une revue systématique qui examinait le lien entre le temps que les enfants passent à jouer dehors et le design des quartiers et des villes. Donc, le titre, c'est What is the relationship between the neighborhood built environment and time spent in outdoor play? Et notre objectif, c'est de fournir des outils fondés sur la recherche pour les designers et les décideurs politiques. Et nos résultats, donc on a des preuves modérées que le temps passé à jouer dehors est associé avec des faibles niveaux de trafic, un accès à des cours extérieurs ou des petits espaces en proximité extérieure. Donc, nos résultats, on a regardé on a regardé 18 études et plusieurs dans des pays différents qui avaient des définitions un peu différentes de ce qu'était une cour extérieure, mais avec les points communs que c'est un espace partagé très proche de la maison, dehors. Et finalement, on parle de verdure. Donc, beaucoup des études regardaient des images satellites et analysaient la densité de verdure comme ça. Donc, c'est vraiment ces trois critères-là qu'on a trouvés qui avaient un impact significatif sur le temps que les enfants passent dehors à jouer. Et pour vous démontrer un peu de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, dans un vrai quartier, on va regarder une des communautés à Vancouver que je pense, selon moi, qui répond vraiment à ces critères-là. Donc, on est à Vancouver et on va se concentrer dans le West End, qui est vraiment au centre-ville de la ville et qui est juste au sud-est de Stanley Park, qui est la péninsule que vous voyez ici. Et la carte que j'ai ici, ça démontre la variation dans le nombre de 0 à 5 ans dans la ville. Et plus que c'est vert foncé, plus qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont joints au quartier. Et on voit qu'au centre-ville, il y a énormément d'enfants qui sont arrivés, et beaucoup de familles qui sont arrivées au centre-ville. Tandis que beaucoup des quartiers plus résidentiels au sud ont perdu des enfants, donc sont devenus plus mauves, jusqu'à 25% des enfants ont quitté le quartier. Et ça, on sait que c'est pour des raisons économiques. Le coût de la vie devient très cher et de partager des plus petits logements devient beaucoup plus abordable ou faisable pour beaucoup de familles. Et si on fait un zoom sur cette zone-là, le West End, on retrouve un des quartiers les plus densément peuplés au Canada. Donc, au nord, vous avez la zone un peu des affaires ici, avec les grandes tours. Et au centre et au sud, c'est très densément peuplé, mais vous voyez qu'il y a énormément de verdure. Et non seulement il y a de la verdure, il y a de barrières au trafic. Donc, malgré l'énorme concentration de monde, quand on marche dans la rue, c'est vraiment très tranquille. C'est très agréable. Donc, selon moi, il y a vraiment un modèle là-dedans à regarder de comment, dans le futur, lorsqu'on grandit nos villes, lorsqu'on grandit nos communautés, comment est-ce qu'on peut tenir compte de vraiment tout le monde, et particulièrement des enfants. Ensuite, deuxième partie, un zoom sur l'école. On va parler un peu de ces bâtiments étranges qu'on a inventés. Il y a de cela 200 ans environ, pour ces institutions comme on les connaît maintenant, pour rassembler énormément d'enfants et les classer selon leur âge, etc. Et une façon de penser comment on peut créer un bâtiment pour éduquer les enfants, c'est de regarder ce dont les enfants ont besoin. Donc, dans cette présentation et dans ma recherche, j'ai choisi de regarder les concepts du Center on the Developing Child de l'Université Harvard. Et c'est un centre de recherche qui fait des revues systématiques, et qui essaye de déterminer les stratégies qui ont le plus d'impact
pour les enfants à difficulté, pour les aider à devenir des adultes heureux et en santé. Et eux, ils proposent 3 concepts de base. Donc, d'abord, de réduire les sources de stress. Et c'est pas tous les stress qui sont mauvais, mais un stress constant et sévère peut avoir des effets néfastes sur le développement cognitif et physique des enfants. Ensuite, on parle d'appuyer les relations de soutien, les responsive relationships. Et qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, dès le tout début, quand on est enfant, on essaie d'interagir en faisant des bruits, en posant des questions, avec des expressions faciales et des gestes. Et un adulte de soutien, c'est un adulte qui va répondre à cet enfant de façon similaire, qui va aider l'enfant à déchiffrer son environnement et à créer des connexions émotionnelles avec les autres. Et appuyer les relations de support et de soutien, ça veut dire augmenter le temps que les enfants passent avec ces adultes-là qui leur répondent. Troisièmement, on parle de développer les compétences de base. Et là-dedans, ils incluent apprendre à se concentrer, à atteindre des objectifs et à s'adapter à des situations changeantes. Donc, la résilience, le mot-clé d'aujourd'hui. Et comme plusieurs animaux, on en a déjà parlé, on apprend beaucoup de ces compétences-là de base en jouant, et particulièrement en jouant dehors. Et finalement, donc si on regarde à droite du diagramme, on sait que les adultes aussi ont ces besoins-là. Ils ont besoin de réduire leur stress, d'avoir des personnes de soutien dans leur vie et de développer leurs compétences. Et que les enfants, ils s'épanouissent quand leurs parents vont bien, quand leurs familles sont stables et en santé. Et selon moi, l'architecture peut soutenir ces 3 principes. Et depuis presque 2 ans, je travaille à la firme McFarland Marceau Architectes, comme a dit Olivier, et on est spécialisé dans le design d'école. Donc, je vais utiliser quelques-uns de nos projets pour illustrer ce lien entre le développement des enfants et le design. OK. Donc, tout d'abord, l'architecture peut réduire le stress. Donc, fondamentalement, en offrant des espaces en santé. Donc, on parle d'air propre, de lumière naturelle, d'acoustique confortable, mais on parle aussi de stress social. Et je sais pas vous, mais pour beaucoup de jeunes, et moi inclus, aller à l'école était une expérience très stressante, avec beaucoup de demandes, beaucoup de pression et très peu de choix. Donc, offrir des espaces de retrait, c'est offrir des choix de lieux qui permettent un reset émotionnel et social. Donc, des raccoins, des petits espaces, des salles de bain qui permettent de faire le point quand on est enfant, de se calmer, de se sentir en sécurité et ensuite de retourner dans les espaces communs et mieux y participer, y être plus confortable. Donc, on parlait de lecture. Ici, je vous montre un des raccoins qui est devenu une signature dans notre film. Dans presque toutes les classes, on offre des petits espaces de lecture comme ça, à côté de la fenêtre, où un enfant peut être seul ou en petit groupe. Et ça fait vraiment partie de la philosophie de design de la firme qui est en lien avec l'éducation du 21e siècle. Donc, créer différents espaces pour différentes grandeurs de groupe pour apprendre différemment. Et ma boss, Marie-Odile Marceau, va présenter plus particulièrement sur ce concept de design dans une conférence à venir à l'Université de Laval. La date est encore à confirmer, mais je vous le recommande, ça va être très intéressant. Donc, on a vu ce raccoin-là de l'intérieur et voici une vue de l'extérieur. Et les enfants ont trouvé le photographe, comme vous le voyez. Ici, ils disent bonjour. Et on voit que ça permet un peu de faire des petits à l'intérieur de la plus grande classe. Et aussi de créer une connexion avec l'extérieur, donc de regarder dehors. Ensuite, quand on parle d'appuyer des relations de soutien, donc,
après les refuges, après le temps seul, ben, c'est aussi extrêmement important de se rassembler. Et ça, je sais que vous en parlez au Lab École aussi. Donc, des espaces de communauté, des espaces pour créer un sentiment d'appartenance et d'adresser la culture. Et l'image qui est ici, c'est le jour d'ouverture d'une école, d'une communauté autochtone Snuneymuxw sur l'île de Vancouver. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le corridor et l'entrée, le hall d'entrée. Donc, il y a un peu ce cercle-là en béton avec le ballon de basketball au milieu. Et je peux vous dire c'était très agréable de faire rebondir le ballon et tous les échos que ça pouvait amener. Mais qu'il y a des espaces pour s'asseoir, il y a des espaces pour manger un peu à gauche. On voit qu'il y a des tables, il y a des gens qui mangent et on se rencontre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un câlin qui se fait. Et ça, c'est une autre vue qu'on voit. Et donc, de l'entrée, on voit jusque dans le gymnase. Donc, vraiment créer ces connexions-là entre les espaces et entre les rassemblements. Y a-t-il autre chose que je veux dire là-dessus? OK. Ah oui, c'est ça. Je vais un peu vous parler, en parlant de relations de soutien et de communauté. C'est vraiment à la mode maintenant de parler d'espaces communautaires à l'intérieur des écoles. Mais il y a vraiment des tensions par rapport à ça aussi. Donc, dans la politique de la ville de Vancouver, il faut fournir un espace considérable qui peut être séparé de l'école, qui peut être dédié uniquement aux activités communautaires. Malheureusement, ils ont pris cet espace-là de l'espace total de l'école. Donc, les classes sont devenues plus petites en conséquence. Et nous, c'est vraiment une tension au bureau parce qu'à la fois, on est d'accord qu'il faut ces espaces communautaires-là, mais pas au détriment des enfants et pas en conséquence de rendre leur expérience moins agréable et moins stimulante. Donc, il y a toujours des pour et des contre et trouver le meilleur équilibre entre les deux. Et idéalement, avoir des énormes budgets, comme ça, on peut tout faire, puis tout le monde est bien. Donc, troisièmement, on parle de développer les compétences. Et ce que l'architecture peut faire, mais on a parlé de jouer auparavant, donc d'interagir avec l'environnement. Et l'architecture, ce qu'il peut faire, c'est fournir des stimuli et réduire des obstacles. Et l'image que je vous montre, c'est un rendu d'une école qui est... Ben, il manque encore les glissades, ils sont encore en construction. Mais on a choisi d'inclure ces glissades-là et d'inclure ces escaliers-là pour faire une connexion entre les classes du deuxième étage et la cour arrière, pour que ce soit facile et agréable d'aller dehors. Et de fournir ces stimuli-là qu'on sait que la nature et on sait que les espaces extérieurs ont vraiment ont énormément d'avantages. Comme jouer à l'intérieur, c'est bien, mais jouer à l'extérieur, ça met tout ton corps en action. Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et ici, on a la vue de plus loin. Donc, pour revenir un peu à notre point de cour arrière, on voit que l'école devient une cour arrière pour la communauté. C'est un espace qui est partagé, qui est facile d'accès. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir vous montrer des photos du projet final très bientôt. Donc, on va passer à la troisième partie, qui est l'écologie et l'enfance à Vancouver. Et je vais vous parler un peu des objectifs à la ville. Ici, comment on essaie de faire ça. Donc, il y a vraiment des politiques très osées, selon moi, et très existantes, mais on a encore beaucoup de choses à confirmer, à clarifier dans ces objectifs-là. Donc, tout d'abord, on parle que dès 2030, 90% des personnes vivraient à une marche facile de leurs besoins de tous les jours. Donc, il y a des conséquences énormes à ça quand même de où est-ce que sont les logements, où est-ce que sont les épiceries, où est-ce que sont les écoles. Et ça va être très intéressant de voir à quel point on va pouvoir atteindre cet objectif. Deuxièmement, on parle que 2 tiers des voyages à Vancouver seraient par transport actif ou par transport en commun.
Et troisièmement, de développer des émissions négatives. Donc, en restaurant des forêts côtières et nos écosystèmes, on pourrait absorber des quantités significatives de carbone. Et je pense que l'école peut être un outil très important dans la réalisation de ces objectifs-là. Donc, selon moi, il y a beaucoup de parallèles quand même qui peuvent se faire entre cette idée de ville piétonne. On parlait de la revue systématique d'un trafic faible. Avec les principes de Harvard, on parle d'appuyer les relations de soutien. Donc, selon moi, il y a énormément de parallèles et de possibilités. Et je pense vraiment il faut créer des alliances. Donc, beaucoup de ces designers urbains sont encore en train de développer comment ils veulent s'y rendre. Et je pense que c'est vraiment le moment de créer des alliances avec eux, avec des architectes, avec des professeurs, et de dire, on a aussi ces besoins-là pour les membres les plus jeunes de nos communautés. Et comment est-ce qu'on peut arriver à nos objectifs dans une façon qui fonctionne pour eux aussi. Et je vais vous finir avec un petit exemple pour illustrer comment ça pourrait se faire. Donc, on a ici une école qui est juste au sud d'une école que moi je travaille dessus. Et c'est une école secondaire qui est énorme, comme vous le voyez, qui pense à fermer cette école parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Et selon moi, c'est vraiment une opportunité de perdre des écoles quand on devrait en avoir le plus possible dans notre communauté. Non, mais quand on parle de pouvoir marcher à l'école, d'avoir des écoles en proximité dans notre communauté, c'est très important. Et au lieu de fermer les écoles où il y a moins d'enfants, ben, comme vous le voyez, partout autour, c'est des maisons unifamiliales. Et la raison qu'il n'y a pas de jeunes dans cette école, c'est qu'il y a très peu de familles qui peuvent se permettre maintenant, des jeunes familles qui peuvent se permettre de vivre dans une maison unifamiliale. Donc, pourquoi pas, à un niveau urbain, à un niveau de développement, permettre d'avoir des résidences plus denses, plus de familles proches des écoles qu'on a déjà, des infrastructures qu'on a déjà, qui nous permettraient aussi d'atteindre ces objectifs-là de ville piétonne et de transport actif. Et finalement, donc, dans ces alliances-là, c'est de regarder les potentiels qu'on crée dans notre architecture et d'en faire quelque chose qui appartient à la communauté et qui fonctionne pour tout le monde. Donc, merci beaucoup. Ah, on t'entend pas, Olivier. Ah, OK. Merci beaucoup, Amalie. On peut activer les petits applaudissements là sur le Teams. Donc voilà, voilà les petits applaudissements, ils arrivent. Et puis donc je vais aussi laisser maintenant l'espace ouvert pour les interactions avec les personnes qui viennent de bénéficier de ce que tu nous as partagé. Donc, je ne sais pas, Jean-Sébastien, est-ce que tu as des choses que tu veux relayer? Il n'y a pas grand-chose sur le clavardage lui-même, alors on laisse peut-être l'espace ouvert comme ça pour des interactions en direct? Tout à fait. Est-ce que je te laisse gérer ça, Olivier, si tu veux juste Je vais te laisser reprendre les faire, paroles? je vais te laisser faire. Tu vois? Juste un instant. Alors, peut-être y aller avec Lynn Thomas qui a la main levée. Juste allumer ton micro. Oui, ben, je voulais simplement dire merci beaucoup à Amalie, puis comment j'ai bien aimé cette présentation. Je trouvais ça très intéressant et ça nous ouvre l'esprit à des potentialités, la possibilité qu'on peut faire avec l'école. Je trouve que on peut en parler pendant longtemps, mais merci. Je vais laisser les autres à leurs questions ici. Merci, Lynn. Séverine, on t'écoute. Micro, ton micro.
Voilà. Je disais donc que j'avais levé la main en guise d'applaudissement d'abord, sans doute que je n'ai pas réussi à trouver les applaudissements, mais si j'ai la parole, je vais quand même en profiter d'abord pour remercier Amalie. C'était vraiment tout à fait stimulant, intéressant et passionnant d'entendre comment des projets d'architecture relatifs à des écoles peuvent naître et émerger. Et peut-être que ce qui me turlupine en termes de questions, c'est la façon dont, dans votre travail en tant qu'architecte, vous collaborez avec des enseignants ou des équipes écoles pour penser justement des espaces. Alors, mon intérêt porte peut-être un peu plus justement sur les espaces dans lesquels des activités de lecture et d'écriture vont se vivre en classe. Donc, comment vous procédez dans l'exercice de votre métier pour analyser les besoins, pour peut-être faire des propositions de nouveaux espaces et discuter de la façon dont ces espaces pourraient être investis après avec les enseignants. Donc, tout le travail qui se mène en amont d'une proposition et puis de sa réalisation technique. Comment ces interactions se déroulent? Est-ce qu'il y a de la collaboration à ce niveau-là et de quelle façon? Voilà, merci. Absolument. Et ça fait peut-être 2 processus de conception auxquels je me joins et les 2 étaient très différentes, je peux vous dire. Donc, ça dépend beaucoup des professeurs et du comité qui est impliqué. Mais comme j'en ai brièvement parlé, il y a un concept dans le bureau qui est de promouvoir cet apprentissage du 21e siècle et de fournir beaucoup de petits espaces. Pas juste des petits, mais une variété d'espaces. Donc, des espaces pour être seul, des espaces pour être en petits groupes, des espaces pour être en moyen groupe, et de créer des connexions entre tous ces espaces-là pour que ça fonctionne d'un côté, quand on parle de surveillance, quand on parle de gestion des espaces aussi. Et ouais, c'est vraiment, je pense, ce dont va parler ma patronne dans une présentation plus tard, donc je vais lui laisser un peu l'espace pour ça, mais chaque vraiment aussi ses besoins particuliers, je peux vous dire que ouais, puis ça on en tient compte. Ouais. Pardon, Amalie, est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin en expliquant, tu dis que tu as été associée à 2 processus là, avec des contextes un peu différents. Donc, tu peux être un peu plus précis sur l'implication, par exemple, de l'équipe enseignante dans les échanges avec vous? Oui, donc on faisait des réunions. Et ces réunions-là sont toujours avec des professeurs, quelques parents. Donc, c'est le comité parents-professeurs. Et aussi avec la commission scolaire. Donc, ces trois groupes-là, on se met ensemble, on leur demande, OK, quels sont vos besoins particuliers à vous? Qu'est-ce qui sont vos priorités? Puis c'est toujours des questions de budget. Hein. Donc, une des priorités à l'école Weir, sur laquelle j'ai travaillé, c'était d'avoir une salle de spectacle, mais un espace de performance. Donc, notre défi, ça a été d'essayer de trouver des façons d'intégrer un espace de performance sans avoir une salle de spectacle parce qu'on n'avait pas le budget, mais d'intégrer ça dans le lobby, par exemple. Donc, nous, ce qu'on fait, OK, on en parle avec eux, puis là, on crée des propositions. On en parle à la commission scolaire, ils nous disent que c'est trop cher. Donc là, on retravaille ça pour essayer de faire moins cher. Ensuite, on le présente aux parents, au comité parents et professeurs. Et ça se raffine comme ça de ce qu'ils ont besoin. Il y a eu un des changements qu'on a eu, donc il y avait à un moment donné comme plus de dénivelé, mais là, c'était pas accessible pour les jeunes en chaise roulante, donc ça, on a révisé ça, mais ouais. Donc, je sais pas si ça répond un peu plus à ta question. Il y en a d'autres processus dans lesquels on implique encore plus les enfants et on demande aux enfants de dessiner c'est quoi leur école idéale. Puis on essaie de... Ouais. Donc, les glissades que j'ai montrées, ça venait d'un processus avec des enfants qui dessinaient des glissades, puis on s'est dit pourquoi pas, ce serait super. Merci. On peut poursuivre, Jean-Sébastien. Oui, tout à fait. Je me permets de relayer une question qui est dans le clavardage de Benjamin Sarah Florence, qui demande est-ce que dans le cadre de votre travail, vous vous confrontez à des conceptions différentes de ce qu'est l'école? Y a-t-il un travail à faire au niveau de ce qu'est le but de l'école, donc le milieu de vie versus la gestion des enfants? Donc, oui.
Absolument. On... Et pas juste de façon difficile, mais aussi de façon très agréable, des fois. Donc, si je parlais de l'école Weir, sur laquelle j'ai travaillé plus particulièrement, il y a très peu d'anxiété parentale. Donc, c'est une école qu'en ce moment, ils ont une école qu'on va démolir, qu'on va reconstruire, et les gens rentrent de toutes les portes. Puis ça, c'est pas un problème. Il y a pas de peur par rapport à ça. Puis les parents, ils rentrent, ils attendent leur enfant, ou ils sont dans la cour d'école, ils attendent leur enfant. Il y a vraiment, je sais qu'il y a d'autres projets dans lesquels on a travaillé où le contrôle est très important, de savoir qu'il y a une porte d'entrée, les étrangers entrent par ici, puis on les voit, on les surveille. Un autre exemple de ça ben, écoute, quand je parlais des communautés autochtones, pour eux, c'est souvent, dans nos projets, c'est un des lieux de rassemblement dans les communautés qui est utile et qui est agréable. Et c'est très important pour nous de représenter des symboles de leur culture. On est en train de travailler un projet où les 4 éléments et les 4 directions sont très importantes. Donc, on essaie de diviser l'école comme selon ces lignes directrices-là à leur demande. Donc, je ne sais pas si c'est un exemple. Oui, ben oui, puis Olivier mentionnait justement écrivait que tu nous as montré une des photos dans l'école autochtone où il y avait comme les espaces pour s'asseoir, mais dans un rond. Comme quoi, est-ce que ça a été une demande du milieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en considération par vous-même, de dire, ben, vu que c'est important dans leur culture, le rond? Ouais, le cercle, je soulignais ouais, l'importance du cercle là. Oui, je pourrais peut-être le compléter par un petit témoignage complémentaire. C'est une de mes amies qui était directrice d'école à Sept-Îles, dans une école qui accueillait beaucoup d'élèves Inuits, m'expliquait que dans son propre bureau de directrice, elle avait été amenée à aménager autrement son bureau. Elle avait, après un certain temps, elle s'était rendue compte que dans le bureau classique, qui était une grande table rectangulaire, quand elle rencontrait des parents, c'était toujours un peu difficile dans le type de relation qui s'établissait. Et puis, elle a changé, elle a installé dans son bureau une table ronde. Et ça a fondamentalement changé les relations qu'elle avait avec les parents dans son bureau, le fait de s'asseoir autour de la table ronde plutôt que derrière le bureau classique. Donc, quand j'ai vu ton espace là, à l'entrée de l'école, qui était un espace en forme de cercle, évidemment, j'ai tout de suite pensé à ça aussi. J'étais curieux, Amalie, par rapport justement au cercle. Est-ce que c'était une demande du milieu ou si vous l'avez pris par vous-même en considération en vous disant que c'était la bonne chose à faire, à suggérer? Ce projet-là, je ne l'ai pas travaillé précisément, mais je sais qu'un autre projet sur lequel je travaille, la demande. On nous a demandé d'inclure des cercles, des espaces circulaires. Ah, OK, merci. Je vois Edith Denis Larocque ou Denis Larocque. Je te laisse poser ta question. Merci Amalie pour la présentation. Je me demandais, dans le cadre de tes différentes expériences auprès des enfants, c'était quoi les différents modes de communication? Tu as parlé du dessin après que j'ai levé ma main. Puis je suis convaincue qu'il y en a d'autres. Je serais très intéressée à les entendre. Malheureusement, on n'en fait pas assez. On fait du dessin avec les jeunes, mais on fait très peu d'entrevues avec les élèves. Et je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Mais... Puis, mettons, vers les terrains de jeu, les projets dans lesquels tu as travaillé, je pense que tu avais d'autres moyens de communication. Probablement, l'approche, elle devait être différente. Oui, il y a une approche que j'aime beaucoup, qu'on m'a appris dans le monde des terrains de jeu, qui est le design itératif et le slow design. Et c'est une toute petite firme qui construit des terrains de jeu, donc assez boutique, mais ils avaient des très bonnes relations avec les communautés, comme les groupes pour lesquels ils construisaient des terrains de jeu. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient comme un premier essai, ils installaient quelque chose, puis ensuite, ils attendaient quelques semaines, quelques mois, ils parlaient avec les jeunes qui l'utilisaient, ils parlaient avec
les adultes et ils disaient « Ah, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils prenaient des photos. Ils allaient puis ils prenaient des photos de où est-ce qu'il y avait de l'usure pour voir où est-ce qu'il y avait plus de pas. Qu'est-ce que les gens aimaient utiliser le plus. Donc, c'était jamais un budget qui était one shot. Ils l'étalaient sur une plus longue période. Puis juste la richesse de ces conversations-là, de pouvoir parler aux enfants et aussi voir comment les enfants, leur perception changeait avec le temps. Comme on avait une glissade qui était... il y avait une demande pour une glissade très à pic. Et moi, j'ai essayé la glissade et je me suis fait mal. J'ai pas réussi à la glissade. Mais les enfants, au début, ils en avaient peur. Et ensuite, ils en ont absolument pris possession et c'était leur glissade et ils faisaient toutes sortes d'affaires là-dessus. Puis c'était vraiment inspirant de voir comment on peut s'apprivoiser un espace puis le prendre pour ça. Merci. Merci. Je vois, Olivier, tu as la main levée encore. Est-ce que tu avais une question? Non, non, c'est une erreur. OK, c'est bon. Alors, très Il y bien. avait Est-ce qu'il y a... Séverine, mais Karine, peut-être tu vois encore des mains levées, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas si Séverine te... Ah bon. Je dirais que Karine Lamoureux. On t'écoute. Micro, Karine. Bonjour, c'est moi qui... Merci, c'est très intéressant, non seulement d'un point de vue de pédagogue, mais d'un point de vue personnel, parce qu'on a tous des expériences d'occupation de l'espace dans notre scolarité, dans notre vie professionnelle. Et donc, même de façon expérientielle, on voit la pertinence de tous ces aspects pour tout ce que vous avez nommé. Alors, mes questions sont de l'ordre aussi d'expérience personnelle. Donc, je sors un peu de votre sujet spécifique, l'architecture en éducation. Est-ce qu'il y a une branche de l'architecture qui s'intéresse à l'aspect, je pense que c'est un aspect de l'environnement physique, là, les champs électriques, les champs électromagnétiques, parce que c'est quelque chose à quoi je suis extrêmement sensible, là, qui fait que je peux occuper un espace plus ou moins selon l'intensité des champs électromagnétiques. Je me demandais si c'est abordé par certains spécialistes. J'en ai jamais entendu parler, mais ça veut pas dire que... Ouais, non, c'est nouveau pour moi. Donc, c'est peut-être pas entré dans le champ de l'architecture encore, ces questions-là? Non, non. Peut-être plus en urbanisme, ça se peut, qui s'en parle. Urbanisme, OK. Oui, mais c'est plus c'est très relatif au bâtiment aussi, là. Okay. Par exemple, où est installé un routeur Wi-Fi par rapport à l'occupation d'espace? Est-ce que les gens travaillent juste à côté ou est-ce qu'il y a une certaine distance de sécurité autour d'un routeur Wi-Fi? Là? Donc, c'est pas du tout abordé. Non, ben, merci. Il reste du travail à faire. Okay. Puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a tout ce que vous avez nommé sur l'impact de l'occupation de l'environnement sur le développement des compétences et tout le reste, là. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez commencé à aborder l'impact d'obliger une distanciation sociale entre les enfants dans les écoles? On est vraiment pas rendu là. Mais écoute, il y a beaucoup de recherches qui s'est fait auparavant, hein, de quand on est isolé, quand on est loin de ses proches. Et c'est pas pareil tout à fait parce qu'on est quand même avec ses amis à l'école, même si on est distancié. Donc, je pense que c'est pas nécessairement la même souffrance psychologique que l'isolement peut amener, toujours. Mais dans les écoles, moi, j'ai pas encore vu de recherche là-dessus. Ça va être intéressant de voir juste l'anxiété, le stress qui vient avec tout ça, là. C'est plus que... Ouais. Parce que vous avez montré les raccoins, puis le fait de pouvoir être en cercle, le fait de pouvoir occuper
un espace un petit peu en retrait avec des amis, comment c'était extrêmement important sur toute la vie scolaire et toute la vie sociale de l'enfant. Et puis là, je regardais les espaces, puis je me suis dit, ça, c'est exactement des espaces qui en ce moment ne peuvent pas être occupés comme ça. Alors, on ne peut pas aller chercher le plein potentiel d'un environnement physique de grande qualité comme ceux que vous avez présentés. Il faut être Vous voyez pas d'impact à la distanciation sociale obligatoire, OK? Ah non, c'est sûr qu'il y en a, mais je n'ai pas les recherches. Je n'ai pas les études. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Merci. Merci, Karine. Voulais-tu intervenir, Olivier? Oui, c'est possible, mais je ne veux pas priver d'autres personnes de le faire encore pour les quelques minutes qui nous restent. Mais moi, peut-être deux choses, parce que je voyais aussi qu'il y avait parmi les participantes, il y avait Caroline Pelletier qui travaille chez nous dans le pôle d'innovation techno-pédagogique et donc qui, elle, va être intéressée sur un autre aspect, semble-t-il. Mais moi aussi, c'est comment est-ce qu'actuellement aussi et dans quelle mesure, quand vous travaillez avec les milieux, sont prises en compte maintenant aussi les nouvelles réalités d'installation dans les écoles des technologies, donc, cette présence du numérique. Donc, est-ce que ça vient amener une réflexion sur penser autrement aussi les usages dans lesquels les élèves sont avec des ordinateurs, des tablettes, différentes choses. Donc j'avais une question sur cet aspect-là. Ouais, et puis j'en aurai une dernière pour tout à l'heure. Parfait. En ce moment, il y a beaucoup d'iPads. Nous, ce qu'on voit, c'est les iPads. Donc, ce qui est génial des iPads, c'est que tu peux l'amener n'importe où. Une des considérations, donc, c'est le rangement. Il faut plus de rangement du rangement que tu peux barrer pour toutes ces technologies-là. Il faut que tu puisses les brancher pour les recharger. Vraiment des trucs techniques comme ça. Mais on y revient là, à l'éducation du 21e siècle et de la diversité des espaces, c'est de permettre à des plus petits groupes, des fois, d'amener leur technologie puis d'apprendre ensemble. Il y a aussi les projecteurs interactifs que moi, j'ai jamais utilisé, mais on leur fournit dans les écoles. Et ça, il n'y a pas vraiment de changement. Côté architecture, c'est assez semblable à un Blackboard, une surface à la craie. Donc, je pense que cette technologie, c'est essentiel, mais c'est pas notre priorité, disons. C'est plus le confort, puis tout ça. Merci. On voit que Caroline a un peu poursuivi là. Elle ajouterait la notion aussi d'ergonomie, la bonne position par rapport à l'utilisation des outils, etc. Donc là, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je dirais avec ma dernière question, moi. Tu peux y aller, Olivier. Oui. Donc, moi, ce qui m'intéresserait aussi pour développer des recherches à venir, je voudrais savoir aussi si, et tu en as un tout petit peu fait un écho tout à l'heure quand tu as parlé d'une méthode de travail là, sur le développement des aires de jeu extérieures. Ça m'a beaucoup intéressé cet aspect-là parce que une des questions que j'ai et un élément qui me préoccupe, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'études sur l'usage effectif de ces espaces par la suite? Parce que les architectes, ils conçoivent les espaces, puis après, les gens vivent dans ces espaces, ils les utilisent d'une certaine façon. Parfois, ils les utilisent peut-être à des fins autres que ceux qui avaient été prévus initialement. Donc, moi, je rêve de pouvoir développer une recherche sur, par exemple, l'usage effectif des espaces de lecture dans l'école, comme par exemple les box, là, les raccoins que vous avez faits. Je serais curieux de voir, est-ce qu'il existe déjà des recherches en ce sens, sur quel est l'usage effectif, et sans doute qu'il va varier aussi d'une classe à l'autre, parce que justement, chaque enseignant va encore aussi ajouter, comme tu le disais au tout début, ses propres règles d'utilisation de ces espaces, etc. Donc, moi, je serais très intéressé par des recherches presque ethnographiques, je dirais, qui documentent de manière un peu régulière au fil d'une année ou quoi, comment ces espaces qui ont été pensés avec une certaine intention par les concepteurs sont effectivement utilisés par les élèves usagers dans ce cas-ci. Il y a une étude qui me vient
Il y a deux études qui me viennent en tête. Une que j'ai vue, une conférence récemment de Adam Wood, qui, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne le connaissais pas, mais qui a fait des études ethnographiques dans des écoles secondaires. Et justement, dans ces écoles secondaires-là modernes, pour voir comment elles étaient utilisées. Et ça, je peux te l'envoyer. Ben, je pense que oui. c'est Architecture, Oui. Education. Je vais essayer de le trouver vite, vite. Et je suis juste en train de découvrir un peu son travail et ça me fascine complètement parce que ouais, justement, on rêve de comprendre, OK, comment est-ce que les gens utilisent vraiment les espaces, puis ça va C'est vraiment ça. super. Ça va vraiment Ouais. super ce qu'il fait. OK, Architecture and Super. Et Education. en t'écoutant, je fais un petit clin d'œil. Là, je me disais, surtout quand tu as évoqué aussi l'étude de l'usure là, des espaces Ouais. et tout ça, pour mes collègues qui travaillent sur la lecture aussi à l'école et les bibliothèques, on pourrait faire une étude sur l'état des livres dans les bibliothèques scolaires et regarder l'état d'usure des livres et les pages qui sont cornées et celles qui sont... Enfin, voilà. Les plus usés. Et l'autre étude il y a un article que j'adore qui est assez ethnographique où il y a des chercheurs qui demandent aux enfants quel est leur espace préféré et qui leur donnent des caméras. Et les histoires qui sortent de ces espaces-là et des photos qui me semblent absolument pas remarquables, mais quand tu entends l'explication derrière, c'est très touchant et ça fait réaliser à quel point, notre point de vue d'adulte, pour nous, un buisson, c'est un buisson. Mais pour eux, c'est pas un buisson, c'est complètement autre chose. Puis je pense que, ouais, la lecture, écoute, la lecture, ça fait partout. Hein. Puis comment est-ce qu'on. C'est ça. Cet environnement littératie-là, j'en ai pas beaucoup parlé, puis je pense que il y a énormément à faire là-dedans. Peut-être que je vais taper. Donc, tu vas envoyer sur le chat, ça, la référence, ou bien... Oui, Oui, super. ouais, je peux envoyer ce lien-là. Il y a un site web. Et je pense que c'est un des rares qui fait des parallèles entre la théorie architecturale puis l'éducation. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes là. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent interagir avec Amalie ou faire d'un commentaire, d'une question? Je me demande si quelqu'un veut répondre à la question, est-ce qu'il y avait un espace à l'école qui était important pour vous dans vos écoles? Est-ce que c'est une question que tu poses aux participants, ça, Amalie? J'ai pas compris. Ouais, si quelqu'un veut répondre. En même temps. Tu peux la reformuler? Oui, est-ce qu'il y a, ou je peux l'écrire aussi, est-ce qu'il y avait un espace qui était important pour vous? Dans votre expérience d'élève, c'est ça? Oui, exactement, ouais. À l'école. Voilà. Ou comme professeur, même, ce serait intéressant aussi. Moi, je ne suis pas professeur, mais ça, c'est intéressant à entendre. Et l'autre, Caroline répond. Caroline, elle dit, voilà, la salle de classe, pour elle, c'était un espace important. Moi, spontanément, j'aurais dit la cour d'école, parce que c'était là qu'on jouait effectivement avec les copains. Puis on sait que, par exemple, dans les projets de Lab École, il y a eu beaucoup de travaux aussi sur la cour d'école. Hein, quand tu as écrit les boîtes de lecture dans les classes, ça m'a vraiment fait penser. Je suis allée dans une école primaire où il y avait très peu de budget pour les jeux extérieurs. Même qu'il y avait des espèces de tubes qui devaient servir comme des tubes en béton. Je crois pas qu'ils avaient été faits pour des cours d'école. Je pense que c'était des anciennes conduites d'aqueduc ou en tout cas vraiment des cylindres en béton dans lesquels on pouvait s'installer et lire. Puis c'était vraiment comme une espèce de refuge, comme un nook, où c'était possible d'avoir les pieds au même niveau que la tête. Il y avait quelque chose de très réconfortant là-dedans.
c'était pas aussi pittoresque que les boîtes de bois que vous avez fait, là, mais ça me rappelait ce sentiment-là d'être cosy, là. Oui, confortable. Alors, il y a quelques réponses à ta question là, sur le clavardage. Certains qui cherchaient les raccoins, Souterrain. d'autres... voilà. Moi aussi, je cherchais les souterrains secrets. Oui, donc il y a un mythe dans chaque école hein, sur les souterrains Des secrets. bons sous-sols, oui, je suis d'accord. Bibliothèque, nous dit Justin. Voilà, les divans et les chaises suspendus pour lire. Donc, ça, c'est déjà une chance d'avoir une école où il y avait des divans et des chaises suspendues pour Ouais. lire. Les classes sans table ni banc avec des coussins, des chaises, des tabourets mobiles. Là aussi, donc un peu notre occupation d'espace. On dirait que tout ce qui est en commun aussi avec ça, ce sont des espaces où est-ce qu'on évacue notre stress, où est-ce qu'on est tranquille. C'est ce qui fait un lien justement avec ce que tu nous présentais, Amalie. Donc, ce sont partout des espaces où est-ce qu'on est comme plus à l'école, en quelque sorte, mais toujours dans l'école. Donc, on est juste plus en situation de performance ou de grande écoute, d'attention, des choses comme ça. Donc, c'est important qu'il y en ait de ces espaces-là et qu'ils soient beaux en plus, qu'ils soient invitants, je pense. Une question de Misaël. Je ne peux pas la lire en entier là sur la. Elle demande est-ce que les priorités architecturales en termes de réduction du stress, de relations de soutien et de développement des compétences sont similaires au primaire et au secondaire? Quelles seraient les différences? C'est une très bonne question que je me demandais si on devait parler d'âge dans cette présentation-là, parce qu'on a des besoins différents à différents âges. Et je connais davantage la recherche pour les plus jeunes. Je connais très peu la recherche pour le secondaire. Je peux vous parler d'expérience personnelle, ce qui est une forme de recherche, mais pas très, un peu de l'anecdote. Il y a des collègues qui travaillent beaucoup sur les self-study. Ouais, absolument. Et du peu que j'en sais, ces espaces-là de rassemblement en groupe deviennent beaucoup plus importants au secondaire. Donc, de pouvoir être avec ta gang, ton équipe, ton... Puis ça, on le sait, c'est classique, là, quand t'es ado, t'as besoin. Tes pairs autour, mais j'en sais pas assez. Il faudrait que j'en lise plus. Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi les participants là, qui travaillait au Lab École ou qui était associé à ça? Peut-être Misaël, non? J'avais comme l'impression, moi aussi, qu'au Lab École, pour l'instant, la majorité des projets étaient plutôt les écoles primaires. Là, parmi les projets nouveaux, il y a peu d'écoles secondaires, souvent. On est souvent très limité à ce niveau-là, en tout cas au Québec. Là. Et on est héritier d'une architecture, là, des écoles secondaires un peu caserne, prison, là, avec même des classes sans fenêtres, là, Déjà possible. dans les fameuses polyvalentes. Ouais. Edith, voulais-tu intervenir? Ah, okay. Ben, merci tout le monde. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Un grand merci à toi, vraiment. Bonne suite de journée à Vancouver. Et puis, merci aussi aux personnes donc, qui ont pris le temps de nous rejoindre ce midi. Je vous invite, si vous êtes intéressé un peu par ce qui se passe dans notre centre de recherche, de continuer à suivre un peu le site Internet du collectif. Puis vous pouvez aussi adresser un message à Jean-Sébastien si vous souhaitez, si vous ne recevez pas encore notre infolettre qui reprend aussi un peu l'écho de nos différentes activités. Donc vous pouvez adresser un message à Jean-Sébastien Dion qui vous ajoutera dans notre liste de diffusion de l'infolettre. Voilà. Et puis s'il y a personnes qui souhaitent continuer à réfléchir sur cette question de l'architecture scolaire et peut-être en particulier des espaces de lecture, d'écriture et d'interaction, n'hésitez pas à partager avec nous. Voilà, on espère peut-être aussi dans les temps à venir essayer d'avancer sur quelques projets de recherche autour de ces questions-là. Alors merci beaucoup, au plaisir. Merci Merci à tout le beaucoup. monde. Merci Amalie. Bonne journée. Bye. Bonne fin de semaine.